Je me présente, je suis Ayoub Elouane, je suis un software engineer chez Adservio à Paris. Alors, je travaille comme un développeur full stack normalement. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau framework full stack qui s'appelle Quicker. Mais avant de parler de ce framework, j'aimerais bien mettre un petit peu de contexte. Alors, pourquoi on a besoin déjà d'un nouveau framework? C'est pour ça qu'on va parler de la performance. Alors, comme vous pouvez voir ici dans cette image, il y a un client qui est dans un restaurant qui est en train d'attendre son déj peut-être. Alors, il doit revenir au travail, mais le serveur, il lui a dit, il faut attendre 40 minutes pour ton pizza. Alors, imaginez ce qu'il va attendre. Peut-être après 15 minutes, il va partir. Même s'il reste, peut-être il va écrire des avis négatifs sur Google, il va parler à ses amis et il ne va jamais revenir à ce resto. Mais c'est dû à quoi? C'est dû à la performance pour servir de ce restaurant. Alors, pourquoi j'ai fait ce parallèle? Imaginez la même situation pour un site web. Imaginez si vous avez un site web et vous cliquez sur le lien et vous devez attendre 10 secondes pendant que le navigateur arrive à télécharger tout le JavaScript nécessaire pour afficher le site. D'accord? Ça, c'est pas bien pour l'expérience utilisateur, car quand on parle de la performance, on parle de l'expérience utilisateur. Mais pour mesurer cette expérience utilisateur, ça veut dire pour mesurer la performance, Google, il a des métriques qui s'appellent les Core Web Vitals. Alors, pour les présenter, je vais commencer par le premier, c'est Largest Contentful Path. C'est une métrique qui calcule le temps nécessaire pour que l'élément le plus large de la page est affiché. Si par exemple une image, elle va prendre 5 secondes pour qu'elle se télécharge et s'affiche, ça c'est une métrique Google va le prendre en considération, il va le mal classer et ça va impacter le ranking du site web dans Google. D'accord? Alors, je passe au deuxième, c'est Cumulative Layout Shift. C'est quoi le Cumulative Layout Shift? C'est un score qui calcule le nombre de fois qu'un élément dans une page web il a bougé. Si par exemple, je vais vous montrer un exemple, si vous cliquez sur le site FT Financial Times, la première page qui s'affiche, c'est celle-là. Mais après juste 3 secondes, on a cette publicité qui s'affiche. Alors ça, c'est quoi? Ça a fait bouger tout le dôme du navigateur au-dessous. Pourquoi ça impacte le métrique? Parce que ce n'est pas bien pour l'expérience utilisateur. Pourquoi? Imaginez, c'est quelqu'un, après l'affichage du site, il vient, il clique sur ce bouton. Mais le temps qu'il clique, il y a la barre qui s'affiche. Il va cliquer sur la publicité, ce n'est pas ce qu'il voulait. Alors ça impacte l'expérience utilisateur et Google, il le prend en considération. D'accord? Toujours pour le ranking. Et le dernier Core Web Vitals, c'est First Input Delay. C'est quoi le First Input Delay? C'est le temps nécessaire pour que la page, entre la page quand elle est affichée et qu'elle est interactive. Comment? C'est pour ça qu'on mentionne ici Loadless JavaScript. Alors, c'est le temps entre, par exemple, je pense que vous avez déjà eu ça. Vous cliquez sur un bouton, mais il ne fonctionne pas. Mais après 2 secondes, il fonctionne. Pourquoi? Parce que l'event handler nécessaire pour ce bouton, il n'était pas encore attaché au DOM. D'accord? Alors, ça prend du temps. Et Google, il calcule le temps de l'affichage à l'interactivité. Ici, le bouton, il est affiché, mais il n'est pas interactif. Mais après, il est affiché et il est interactif. Alors, Google, il fait le calcul de ça, et ça s'appelle le métrique FID, First Input Delay. Et tous les métriques que j'ai mentionnés maintenant, ces trois, ils impactent le classement de votre site web dans le ranking. Si par exemple, vous êtes mal classé dans les trois, vous ne serez pas dans la première page, par exemple. D'accord? Alors, la question qu'on pose maintenant, pourquoi c'est important d'être bien classé? Et pourquoi c'est important d'avoir un site performant? Et pourquoi c'est important d'avoir une meilleure expérience utilisateur? Alors, Google, il a fait des études sur des sites qu'ils ont, par exemple, Cook, il a amélioré la rapidité de son site de 850 millisecondes. Alors, c'est même pas une seconde. Il a eu 7% de conversion de vente en plus. Par exemple, vous avez Pinterest qui a amélioré 40% la rapidité de son site web. Il a eu 15% plus d'inscriptions. Alors, le fait d'améliorer, peut-être même pas avec une seconde, ça améliore la performance du site, ce qui améliore bien sûr les conversions des ventes, par exemple, dans un site e-commerce. Alors, pourquoi on a déjà ce problème de performance?
C'est parce qu'on a beaucoup de JavaScript à télécharger dans le navigateur. Et ça, on l'a eu avec les frameworks comme Angular et comme React, par exemple, qui font de l'ASPA. Mais pourquoi on a besoin de beaucoup de JavaScript? Parce qu'on a besoin de plus d'interactivité dans nos sites web. D'accord? Alors, le fait que l'utilisateur il a besoin de cliquer sur plusieurs boutons, d'avoir des charts, d'avoir des data tables, ça nécessite avoir plus de JavaScript. Et c'est quoi le résultat? C'est la performance qui est impactée. D'accord? Alors, pour bien clarifier ça, on va essayer je vais vous montrer un schéma qui décrit comment le single page application fonctionne maintenant. Alors, quand on utilise un framework comme Angular ou comme React, ou comme Vue.js, on a toujours là, on envoie un HTML. Si vous travaillez avec Angular, on a toujours un HTML, index.html, où il y a un ID app. Et lui, il pointe sur le app route. D'accord? Mais au premier envoi, il n'envoie rien. Il envoie une page vide. Alors, on affiche une. Si par exemple, vous utilisez des sites, par exemple, de vente de billets d'avion et des trucs comme ça, comme eDreams, tu as besoin d'attendre un petit peu. Tu as la page qui est vide. Après, ils font quoi l'ASPA? Ils téléchargent le JavaScript. C'est le bundle.js qui génère le framework. Après, il fait l'exécution de cette JavaScript. Et après, il affiche le site qui est interactif. D'accord? Alors, il faut déjà attendre le temps entre la page qui est vide et la page qui est affichée. Alors, c'est quoi? Ils ont commencé à envoyer de l'HTML qui est rempli de ce qu'il faut afficher dans la page. Alors, quand on envoie l'HTML, on affiche une page qui est visible, mais le problème, c'est qu'on n'a pas envoyé de JavaScript. Alors, la page, elle est visible, mais elle n'est pas interactive. Il faut attendre. Après, on envoie du JavaScript. Alors, il apparaît plus rapidement. On envoie du JavaScript. On exécute le JavaScript et on fait la réconciliation. C'est quoi la réconciliation ou l'hydration? C'est le fait de... Alors, on avait le hydration, par exemple, dans Angular, la version 17, ils ont introduit le non-destructive hydration. C'est quoi le non-destructive hydration? L'hydration, normalement, c'est quoi? C'est que quand il affiche ce DOM avec seulement de l'HTML qui n'est pas interactif, après qu'il reçoit le JavaScript, il l'exécute, il supprime ce DOM et il installe un autre en se basant sur le JavaScript envoyé. Mais maintenant, pour améliorer ça, ils ont fait de la réconciliation. Ça veut dire qu'ils ne suppriment pas le DOM, mais ils prennent le JavaScript nécessaire et ils l'attachent au DOM. D'accord? Alors, mais est-ce que ça a amélioré la performance du site? Non, parce que si on prend en compte le métrique if_id, on va avoir un score qui est pourri. C'est la même chose qu'ici. Ça n'a rien changé parce qu'on fait toujours les mêmes étapes. Alors, c'est comme si on a un petit peu trompé l'utilisateur pour lui montrer quelque chose qui est visible, mais qui n'est pas interactif. Alors, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un nouveau principe qui s'appelle la résumabilité. Alors, c'est quoi la résumabilité? Ça, c'est le modèle qu'on a maintenant avec la hydration. C'est qu'on envoie une page, après, elle n'est pas interactive, on attend toutes ces étapes, et après, elle est interactive. C'est quoi la résumabilité? C'est qu'on envoie un fichier HTML où il y a tout. Après, on affiche la page. Mais après l'affichage, la page elle est interactive, on n'a pas besoin de passer toutes ces étapes. Alors ça, c'est un nouveau paradigme. Là, on ne parle pas du hydration, on ne parle pas de la SPA. On parle d'autre chose qui s'appelle la résumabilité. Alors la question qui se pose, c'est comment on arrive à avoir une page interactive, mais sans avoir du JavaScript? La réponse est très simple. C'est que dans l'HTML, on voit un petit code JavaScript de 1 kilobyte qui s'appelle c'est un event listener global. Qui fait quoi? Qui écoute tous les events ici, tous les boutons par exemple, qui ont besoin de l'interactivité, et lui, il va aller chercher le petit bout de code de JavaScript nécessaire seulement pour cette interactivité. D'accord? Alors là, la question toujours, c'est comment? C'est que dans les anciens frameworks, on fait quoi? On a un seul fichier JS, un seul bundle, qui parfois c'est 20 mégas, parfois c'est 15 mégas. On a besoin de télécharger tout et de l'exécuter. Par contre, là, on n'a pas un seul fichier JS, mais pour chaque interactivité, pour chaque event listener, on a un fichier JS dédié. Alors, l'application, elle n'a plus un seul point d'entrée, comme Angular ou React par exemple, mais pour chaque interactivité qu'on a dans le site, on a un point d'entrée. Chaque composant, c'est un point d'entrée. Chaque interactivité, c'est un point d'entrée.
Et je vais vous montrer ça dans le démo. Et ça, c'est fait par le framework Quick. C'est ça, c'est introduit par Quick. Est-ce que c'est déjà ce principe il est utilisé avant? Oui, c'est par un framework qui s'appelle Google Wiz, qui n'est pas un framework public, c'est un framework de Google. Il est privé car il est très complexe. Alors, il n'a pas une expérience développeur comme les frameworks maintenant. Si vous voulez monter une page, alors vous avez besoin de faire plusieurs configurations. Alors là, on a un nouveau framework qui a le même expérience développeur des frameworks d'avant, mais avec un nouveau paradigme. Et là, avec ce principe, on va gagner en termes de performance. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas besoin de télécharger et d'attendre toutes les JavaScript. Par contre, puisqu'on a divisé tout notre site web en des petits fichiers JS, on n'a pas besoin de tout télécharger. Mais ce qui fait le framework, c'est que en arrière-plan, il utilise un service worker pour commencer petit à petit le téléchargement des petits fichiers JavaScript. Et après, quand vous cliquez sur un bouton, le framework, il va aller chercher dans le cache du navigateur et il exécute ce fichier nécessaire. Mais on aura un temps d'interactivité extrêmement optimisé. C'est qu'au premier affichage, la page elle est interactive. Elle n'a pas besoin de tout télécharger. Si par exemple, au premier affichage, l'utilisateur il clique, mais on n'a pas encore téléchargé le fichier JS et on ne l'a pas stocké sur le cache, il va faire quoi le site? Il va aller chercher dans le serveur, il va le télécharger, il l'exécuter. Alors, on a vraiment une performance qui reste stable. C'est une complexité O1 pour la simple raison qu'on n'a pas de... Pour la simple raison, si par exemple, imaginez, vous avez un site fait avec 500 composants d'Angular. Vous avez besoin d'attendre par exemple 5 secondes pour le téléchargement de toutes les JavaScript. Si par exemple, après des évolutions, le site il contient plus que 1000 composants, il faut attendre plus que 5 secondes car on a plus de JavaScript à télécharger. Par contre, si on utilise par exemple Quick, non, le temps d'attente, il reste le même pour la simple raison qu'on ne va pas tout télécharger. Alors maintenant, je vais vous montrer un démo de Quick, comment il fonctionne. Est-ce que le code est visible? Vous pouvez le voir? Très bien. Alors là, là, j'ai démarré un projet Quick avec npm create Quick Latest. C'est un simple projet. Alors voilà, avec npm. On a toute cette architecture qui est très similaire à React, qui est très similaire à Next.js, par exemple. Alors, les routes, c'est avec les folders. Alors, c'est simple. Si on veut créer une route, on va venir ici dans route, on va créer un dossier, on l'appelle mons, par exemple. Je vais écrire un fichier. On va l'appeler index.tsx. Et là, on va écrire notre premier composant. Alors, ce que je vais faire, c'est... Voilà. Alors, default. Mons. Voilà, le site, il est démarré. Voilà, alors notre composant, il est fonctionnel. On regarde ici dans le network. Et si j'ai enlevé vite, car vite, il est utilisé en mode dev, mais pas en mode prod. Et là, je vais afficher les JavaScript qu'elle va télécharger notre navigateur. Alors, si par exemple, je rafraîchis la page ici, j'ai rien. On n'a rien téléchargé pour la simple raison, si je clique sur All, on n'a téléchargé que de l'HTML. D'accord? Comme je vous ai dit dans le schéma, on ne télécharge pas de JavaScript. Alors, on va ajouter de l'interactivité maintenant. Imaginez si on a un bouton, par exemple. On a un bouton. On ajoute, on clique. On va ajouter une simple console log. Ben, on va faire mons devfest. Alors, je vais l'appeler mons. Si vous regardez avec moi ici, on va cliquer sur mons. Alors, sur mons, normalement, on a une interactivité, c'est un console log. Ce que vous devez imaginer toujours, c'est que ce console log, c'est un vrai fichier JavaScript. Mais nous, pour ne pas coder trop, pour ne pas faire quelque chose, on va faire seulement un petit
un petit ligne de console log pour montrer ce qui se passe derrière. Alors, remarquez avec moi ici dans le network, il n'y a rien. Mais quand on clique sur Mons, on a un fichier. Alors, qu'est-ce qu'il a fait le framework? Pour ce bouton, il a fait un fichier nécessaire pour faire le console log qu'on a besoin. Alors, ce console log, il faut imaginer derrière, c'est des fonctions JavaScript, c'est du traitement, mais on peut l'optimiser comme ça, de cette façon. Alors, on va pousser, par exemple, ici, on va faire un autre bouton, 2, par exemple. Alors, je fais ici 2, on clique. Alors, si je clique sur 2, on a le fichier qui se télécharge et le console log qui s'affiche. Et si je clique sur l'autre, il télécharge le JavaScript nécessaire pour ce bouton. Alors, l'exécution du JavaScript, elle n'est pas liée au site, mais elle est liée à l'interactivité de l'utilisateur. Si l'utilisateur n'interagit jamais avec ce bouton, on va jamais exécuter son JavaScript. D'accord? Alors, pour aller plus loin dans l'exemple, je vais écrire ici voilà, je vais faire... alors, je vais prendre, par exemple, un composant que j'ai préparé avant. C'est une cloque. Mais cette cloque, elle a besoin de quoi? Elle a besoin, c'est pas comme les boutons. Alors, je vais ajouter le composant ici. Alors, useSignal. On importe ce qu'on a besoin. Alors, ce que vous remarquez maintenant, c'est qu'on va utiliser une cloque. Alors, la cloque, le problème, c'est qu'elle a besoin du JavaScript pour qu'elle marche. Mais, c'est quoi le problème? Le problème, c'est que cette JavaScript, pour qu'elle marche, alors, je dois l'appeler ici. Alors, clock. Voilà. Alors, on a une montre. Alors, 47, 48. Mais si vous remarquez avec moi, on télécharge du JavaScript dès le premier affichage. Pourquoi on télécharge? Car on a besoin d'un fonctionnement qui doit se passer dans la page, qui a besoin du JavaScript. On télécharge le code JavaScript nécessaire pour le clock. On télécharge le framework, car on va utiliser les signaux maintenant. Et ça, c'est un simple fichier pour les environnements. Mais imaginez si on a une charte graphique, on a des chartes, on a des data tables, mais qui sont en dessous de la page et que l'utilisateur, il ne les voit pas. D'accord? Si vous utilisez par exemple Angular ou React, on a besoin de télécharger même si l'utilisateur ne va pas utiliser ce data table ou ce chart. D'accord? Alors, si par exemple on utilise Quick, alors je vais prendre ce composant. Alors, je vais faire comme ça. Ce que je vais faire pour le clock, c'est que je vais le mettre en dessous de la page. Alors, ce que j'ai fait ici, c'est j'ai ajouté un div, un espace, et le clock, il n'est pas affiché. Alors, quand le clock, il n'est pas affiché, on n'a pas du JavaScript. Mais est-ce qu'il est dans la page? Normalement, il est dans la page, mais il est en dessous. Alors, on va scroller un petit peu, et quand il est affiché, on télécharge le JavaScript nécessaire. Alors, ce que vous devez imaginer maintenant, c'est si on utilise un framework, par exemple, comme Angular, on a beaucoup de composants, un dashboard qui contient beaucoup de JavaScript, on a besoin de télécharger ce qui n'est pas nécessaire, ce qu'on ne va pas même afficher. Parfois, on a des sites qu'on ne scrolle pas. Mais on a besoin d'attendre de tout télécharger, de tout exécuter. Par contre, si on utilise, par exemple, Quick, l'affichage, elle est très optimale pour la simple raison qu'on affiche ce qu'on a besoin, ça c'est un, et on télécharge et on exécute le JavaScript qu'on a besoin. Alors, je vais vous montrer un autre exemple maintenant. Alors, je vais faire un count. Alors, je vais faire un const déjà. Qu'est-ce que je fais ici? Alors, je vais définir un signal. Count égale use signal de 3. Voilà. Je vais ajouter un bouton ici qui fait quoi? Qui fait le on clique pour incrémenter ce count, d'accord? Alors, on fait value plus plus count. Alors, si vous avez remarqué avec moi, c'est qu'on utilise du JSX. Alors, si vous utilisez par exemple React, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Si vous savez utiliser React, vous avez utilisé Quick. Il y a des petits trucs à apprendre pour les mettre en place.
Mais il y a pas vraiment beaucoup de choses à maîtriser. Il y a juste le nouveau paradigme qui est derrière, qu'on ne le voit pas, mais l'expérience utilisateur et l'expérience développeur, elle est la même. Alors, si je prends par exemple ce count, je vais l'afficher ici. Alors, je vais mettre un span. Et je vais faire l'affichage 15.value. Alors, si je clique sur count, il s'incrémente. D'accord? Ça, c'est de l'interactivité. Donc, oui, qu'on utilise les signaux. Alors, il n'y a pas de JavaScript, mais quand on clique, voilà, on télécharge le JavaScript nécessaire pour ce compte et on le fait. Alors, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est un petit peu plus poussé. Alors, ce qu'on va faire, alors, imaginez si par exemple, on a besoin d'un bouton. Alors, ça, c'est pour vous montrer vraiment les compétences de Quick et pourquoi son utilisation elle est optimale et pourquoi c'est un framework built-in en lazy loading. Elle est intégrée. On n'a pas besoin de mettre en place plusieurs configurations comme les autres, mais ici, c'est vraiment très facile à implémenter. Alors, lazy, je vais l'appeler lazy le bouton. Alors, on va faire un clic et on va faire un console log simple. Voilà. Alors, je vais ici faire un console log test lazy. Je vais faire un if. Je vais prendre ce count par exemple et je vais dire si ce count elle est plus que 200, alors 126 par exemple, affiche-moi un console log de condition verified. D'accord? Alors, on regarde maintenant. Le bouton, elle est là. Alors, je vais supprimer ces boutons. Alors, si par exemple, alors normalement, on clique sur Lazy, on télécharge le code qui dit quoi? Le code qu'on a mis en place pour ce bouton, d'accord? Elle est là. C'est voilà, il prend en considération le signal, il prend en considération le if et le console log, mais il ne va pas faire de console log si on clique. Alors, il va faire le console log premier, test lazy, mais celui qui est à l'intérieur du if, on ne va pas l'afficher condition verified, car le count, il est en dessous de 126, d'accord? Mais le problème, c'est quoi? C'est que même si on n'a pas besoin de tout ce code JavaScript, ce qu'il faut imaginer derrière, on l'a téléchargé. Et ça, c'est un problème. D'accord? Comment on peut faire ça sur Quick? On peut même ce code qui est à l'intérieur d'une condition, on peut le mettre en lazy loading en faisant quoi? Alors, je vais définir par exemple ici une fonction. Je vais faire comme ça. Et voilà. Alors, je vais laisser comme ça. Et ici, je vais mettre ça. Je vais ajouter un $sign, ce que je vais vous expliquer après. Alors, n'oubliez pas ce $sign, d'accord? Alors, voilà. On va l'appeler. Et ici, on doit l'importer. Il fonctionne très bien. Regardez ce qu'on aura. Maintenant, on va cliquer sur Lazy. Si on regarde dans le fichier JavaScript, on n'a plus le console log de condition. On a juste un chemin qui pointe sur le fichier qui contient le JavaScript à l'intérieur du condition. Alors, juste en ajoutant un $sign, on a mis en lazy load tout le code qui va être exécuté dans cette if, dans cette condition. D'accord? Alors, imaginez maintenant si tout ce comportement qu'on a ici, qu'on l'a mis en lazy loading, alors on va augmenter le count. Maintenant, on a 127 par exemple. Si je clique sur lazy, il télécharge le code qu'on voulait, condition verified. D'accord? Alors, on a pris tout un code JavaScript. Alors, on n'est même pas lié aux composants ou à n'importe quoi. On est lié seulement au code qu'on peut tout prendre et le mettre en lazy loading. Et là,
on a maintenant le condition qui est verified. Mais imaginez maintenant, par exemple, si tout ce code JavaScript qu'on a mis en lazy loading, on le trouve plus expensive et qu'on ne peut pas l'exécuter dans la partie client. D'accord? On va faire quoi? On va juste prendre ce $sign et on ajoute un serveur. D'accord? Et là, quand on ajoute un serveur, on a quoi? On clique sur lazy, on a un fichier. Alors, je rafraîchis la page. On clique sur lazy, il télécharge, mais maintenant, c'est différent. Il utilise un serveur QRL. Pourquoi? Il va maintenant parler avec le serveur, mais il ne va rien afficher dans la partie serveur, comme on voit ici. Alors, je vais agrandir ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais monter le count jusqu'à 127 et je vais cliquer sur lazy. Alors, tout ce traitement qui se fait dans la partie client, seulement en ajoutant un serveur, il s'est exécuté dans le serveur, en back-end. Alors, imaginez si vous utilisez par exemple Angular et vous faites un code pour la vérification des champs et des trucs comme ça, et à un moment, vous trouvez que c'est lourd à faire dans le client et que vous devez prendre et le faire en back-end. Ça nécessite tout un refactoring de tout le code existant. D'accord? Si on utilise un framework, par exemple, comme Quick, on a besoin juste d'ajouter les server functions et d'ajouter le mot serveur à côté du $sign et on a transformé tout ce traitement qui se fait dans la partie client dans la partie serveur. Et c'est dû à ça la puissance du framework. C'est parce que c'est un framework full stack qui permet d'avoir du lazy loading intégré dans le framework et du serveur intégré aussi. Et il nous permet de faire un refactoring très, très rapide. Et merci beaucoup.